20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'État du Sénégal qui donne les contours de l'édition 2019 du pèlerinage à la Mecque. Des innovations de taille avec la mise en place d'un portail qui va servir de système d'information. La compagnie Flynas va assurer le convoi des pèlerins. Le premier vol est prévu le 28 juillet prochain. La SDE annonce la fin des travaux du tuyau endommagé de Mékhé et la distribution progressive de l'eau. Le président de l'ASCOSEN, de son côté, préconise une autorité de régulation de l'eau pour éviter ces désagréments. Au Mali, la CPI s'autosaisit suite au massacre de plus de 160 personnes. Maître Amadou Ali Kane, l'avocat sénégalais, soutient que c'est la procédure habituelle pour les pays faisant partie du traité de Rome. Et puis en football, les Lions ont déplumé les aigles. C'était cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. L'entrée en jeu de Sadio Mané a été déterminante. Voilà le sommaire de ce 20h. En quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons de ce pas à Matam retrouver Ali Bandegna avec cette information qui vient de nous parvenir. 3 morts, c'est le bilan du chavirement d'une pirogue à Canel. Les victimes des enfants, 2 Sénégalais et une Mauritanienne. Ali Bandegna, vous êtes en ligne, bonsoir. Bonsoir, cher Fidan. Et puis le gouverneur de Matam a fait face à la presse pour donner plus de détails dans cette affaire. Un gouverneur très attristé par le chavirement, la mort de ses 3 enfants, vous l'avez bien dit. Il s'agit de 2 enfants originaires du village de Dolol, de Tchempeng, et le 3e est de nationalité mauritanienne. Tout est parti donc du chavirement de cette pirogue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui transportait 30 passagers qui étaient donc en partance pour la Mauritanie, assistés à un événement religieux qui se déroule chaque année à la même période. Cette période donc qui a chaviré et les secouristes qui sont intervenus ont pu quand même sauver les 27 passagers. Il a fallu donc attendre plus de 12 heures après pour donc retrouver le corps sans vie de ces 3 enfants, suffisant pour que Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de Matam, rencontre la presse il y a seulement quelques minutes pour donc démontrer toute sa tristesse, mais également en profiter pour lancer un appel pressant aux usagers du fleuve. Comme vous le savez, on est en début de saison sèche, surtout les jeunes en cette période de vacances fréquentent beaucoup le fleuve Sénégal. Omar Mamadou Baldé donc qui exige le port systématique de gilets, surtout en ce qui concerne donc le trafic fluvial entre la Mauritanie et le Sénégal. Cher Tidiane. Merci à vous, Ali Bandegna. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, l'État du Sénégal et les acteurs qui gravitent autour du pèlerinage à la Mecque ont planché ce matin sur les contours de l'édition 2019. Des innovations sont annoncées avec la mise en ligne d'un portail qui va servir de système d'information. Le prix du billet reste à 2 600 000 et c'est la compagnie Flynas qui va assurer le convoi des pèlerins. Un compte rendu de ce conseil ministériel qui s'est tenu ce matin, signé Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. Tous les acteurs concernés par le pèlerinage à la Mecque édition 2019 autour d'une table, c'est pour parler de l'organisation pour un bon déroulement du Hajj. Cette année, beaucoup d'innovations et le coût du transport reste constant. Et cette année, nous passons d'une 40aine à une 30aine de voyagistes. Une autre innovation pour cette année, c'est la mise en ligne d'un portail électronique national qui sert de système d'information et de façon itérative cette logique d'anticipation en amont et en aval du pèlerinage. C'est sur la base de ces éléments que le Premier ministre a validé un certain nombre d'éléments, dont le plus essentiel, c'est le maintien du prix du package à 2 600 000, avec comme modalité de mise en œuvre une mission qui doit aller sans délai en Arabie Saoudite, ouvrir les conversations avec Flynas, mais également engager les voyagistes privés à faire voyager le maximum de leurs pèlerins par Flynas. Des dates ont été validées. La première, c'est la date du 8 avril, qui correspond à l'ouverture officielle avec le démarrage des opérations. Le premier vol est fixé au 28 juillet, le dernier vol au 22 août 2019. Les privés auront en charge le convoyage de 11 000 pèlerins
et la délégation devra, elle, prendre en charge 1860 pèlerins. Donc au total, première décision et la plus importante, c'est le maintien du prix du package et le maintien du prix du pécule à son niveau de l'année dernière, c'est-à-dire 300 riyals. Le gouvernement précise que l'avion A330 Neo d'Airbus ne va pas assurer le transport des pèlerins pour des raisons de sécurité. Cet avion est prévu en 2020. Il est évident que pour bien organiser le plan de développement et le mettre en œuvre, il est souvent plus recommandé de ne pas surcharger ce plan et de laisser la compagnie se développer sur une rationalité d'exploitation commerciale plutôt que de prendre en charge immédiatement, sans en avoir spécifiquement les moyens, une telle charge qui pourrait peut-être éborer ou en tout cas remettre en question sa norme de développement et de profitabilité. Cette rencontre, une occasion aussi de tirer un bilan du pèlerinage de l'année 2018. Selon le gouvernement du Sénégal, c'est un bilan satisfaisant. Cher Diop, je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. Le tuyau de la SDE endommagé à hauteur de Mékhé, finalement réparé. Une faille dans la distribution de l'eau qui a suscité une intense communication de la Sénégalaise des eaux. Une stratégie d'alerte vis-à-vis des consommateurs qui semble porter ses fruits. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Djeriba. Il était l'invité du JT de 13h. Il y a eu de la peur, il y a eu du mal, parce que le mal il est déjà fait, parce que priver déjà les clients d'eau, certains depuis déjà 24 heures, c'est déjà un grand mal que nous ne nous permettons pas. Ensuite, il y a eu énormément de dégâts. Si vous avez vu un peu les images, c'était une fuite assez spectaculaire. Et enfin, on a perdu beaucoup d'eau et il a fallu une mobilisation exceptionnelle en termes de ressources humaines et de ressources matérielles pour pouvoir juguler cet incident. J'avoue que, vous savez, nous sommes assez bien rodés sur la communication. J'avoue que c'est exactement le même dispositif de communication qui a été déployé, parce que dès la survenue de l'incident, nous avons fait un premier communiqué qui est passé dans tous les médias. Ensuite, nous sommes intervenus sur les radios et sur la télé pour faire passer l'information. Et une fois que la planification était prête, nous sommes revenus pour communiquer le délai d'intervention. J'avoue que c'est ce que nous avons toujours fait, mais peut-être que cette fois-ci, les clients ont un peu mieux suivi les médias. Et puis pour Momandao, il faut impérativement mettre en place une autorité de régulation du secteur de l'eau pour éviter ces désagréments. Le président de l'ASCOSEN, qui exige le respect des droits des consommateurs, apprécie tout de même la stratégie de communication de la SDE. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Koumba Amatlo. Qu'il y ait une autorité de régulation du secteur de l'eau, il n'y en a pas actuellement. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la SONES qui fait ce travail-là. Mais si la SONES elle-même fait des erreurs, il faudrait que l'on puisse trouver une formule pour la ramener à la raison. Mais vous savez, il y a des dispositions qui disent que, par exemple, si le consommateur subit un préjudice, il doit y avoir une réparation. Maintenant, dans le cadre de ce système de réparation, il y a des sanctions que l'État pose sur les sociétés qui sont en cause, mais malheureusement, jusqu'à présent, ces réparations ne reviennent pas dans la poche du consommateur. Mieux vaut donc dire que c'est grave et de le réparer, comme ce qui s'est passé actuellement, plutôt que de dire que ce n'est pas grave et de rester sans avoir aucun horizon de réparation. Mais je pense que si vous dites dans 2 jours et que vous réparez dans la journée, c'est un bon soulagement pour les consommateurs et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. La réparation a été faite. En tout cas, la banlieue dakaroise a ressenti les perturbations notées dès les premières heures de la matinée, pas que dans les foyers, puisque nos reporters dans la zone Salif Sow et Asmalik Diop ont tendu leur micro au laveur de voitures et certains parmi eux se tournent les pouces en chômage technique, comme vous allez le voir dans ce reportage. Depuis le réveil, on n'a pas de l'eau. Les clients viennent et repartent, ce qui est mauvais pour notre travail. Sans l'eau, on ne peut rien faire.
dañuy yeew sax duñu dégg déclaration da nga yeew rek nga dem ci robinet ubbi ñu ne la ndox mi dafa coupé. Des fois coupure ndox bi dañuy sonal, des fois xam nga. La pénurie d'eau nous fatigue vraiment, mais heureusement nous avons des réservoirs. Mais si ce n'était pas cela, nous n'allons pas travailler aujourd'hui. Et parfois, nous sommes obligés d'aller à la maison car l'eau que nous avons ici, c'est de l'eau de pluie. Nous n'avons que notre métier pour assurer la dépense quotidienne, payer les études de nos enfants. Et si l'eau ne coule pas, nous avons d'énormes difficultés pour nourrir la famille. Ce qui est sûr, l'État doit revoir sa méthode de travail. À chaque fois, il nous parle de fuite d'eau et c'est anormal. Nous allons à Fatick, saisie d'1,5 milliard en valeur de médicaments impropres à la consommation. L'Ordre des pharmaciens déplore le manque de sanctions à l'encontre des fraudeurs. Selon une étude, plus de 4 millions d'Africains meurent par an à cause de ces médicaments. Pafarani. Encore une importante quantité de médicaments saisis. La valeur est estimée à 1,43 milliard de nos francs. L'Ordre des pharmaciens exige une enquête sérieuse pour couper la racine du mal. C'est des gens qui sont immensément riches et qui sont soutenus par des lobbies. Donc, il faudrait que ce lobby soit attaqué, soit décimé par l'État du Sénégal. Donc, il est important aujourd'hui pour l'État du Sénégal de couper le problème à la racine. Des médicaments très dangereux. Selon une étude d'ici 15 à 20 ans, la moitié des Africains seront décimés si les autorités ne réagissent pas efficacement. Les aphrodisiaques par exemple, et c'est un produit également qui est très dangereux, surtout pour les vieilles personnes, surtout toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Aujourd'hui, le plus grand problème de santé publique dans les 10, 15, 20 prochaines années, c'est ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. Et les études les plus pessimistes parlent de 4,5 millions de morts par an en Afrique. Ce qui veut dire que la population africaine va être décimée d'ici donc 15-20 ans si rien n'est fait. Un combat pour certains perdu d'avance avec une législation archaïque, un état de fait qui favorise la circulation de ces médicaments. De procédure civile, donc ça date d'avant indépendance. On vous parle de 250 000, de 500 000, de 6 mois. Vous faites un tout petit peu un calcul. Moi, j'ai une marchandise de 1 milliard. Je paye 250 000, je fais 6 mois et le calcul est vite fait. Donc on s'enrichit très rapidement avec les médicaments. Et d'ailleurs, je vous dis ceci, et vous le connaissez, aujourd'hui, les vendeurs de drogue, aujourd'hui, on fait le calcul et se disent qu'il vaut mieux vendre de faux médicaments que de vendre la drogue parce qu'avec les médicaments, la peine de prison est minimale et on ne paye pas beaucoup. Le scénario est presque toujours le même, des médicaments saisis et les convoyeurs arrêtés, au moment où les commanditaires restent dans la nature et continuent de nuire la société. En politique à présent, avec Aïda Mbodj qui rompt le silence, la présidente de And Saxal Liguey donne les raisons de son refus de ne pas avoir soutenu un candidat à l'élection présidentielle. C'était lors d'un panel organisé par son parti pour fêter ses 5 ans d'existence. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. Brise le silence, la patronne de And Saxal Liguey s'explique sur sa décision de rester neutre lors de l'élection présidentielle. Nous déplorons et dénonçons vivement ces conditions dans lesquelles la validation des candidatures s'est déroulée. Nous assumons pleinement la position qui a été la nôtre face à un scrutin qui était joué d'avance. Et nous avons eu l'occasion de révéler ce qui est le plus beau dans un parti, la souveraineté. Le maire de Bambey n'a pas manqué de fustiger la candidature féminine à l'élection du 24 février. Au regard de l'importance que le parti accorde à ces femmes, à ces jeunes qui restent son fer de lance, au regard aussi de l'intérêt qu'il accorde au leadership local, j'en suis moi-même un exemple éloquent. Son parti, bien que n'ayant pas pris part à la présidentielle, prépare activement les joutes locales. Nous avons désormais en ligne de mire les élections locales, prévues en principe au mois de décembre prochain. Si nous n'avons pas pu faire valider notre candidature à cette élection, pour les raisons que je viens d'évoquer, rien ni personne ne pourra en revanche
empêcher à l'Alliance nationale pour la démocratie d'être au centre des prochaines échéances locales. Pour rendre hommage à la femme, And Saxal Liguey a animé un panel sous le thème Femmes, jeunesse, leadership local, les élections locales, un enjeu crucial, histoire de célébrer les 5 ans d'existence. Et puis le ministre de la Justice annonce que des mesures seront prises pour mettre un terme aux longues détentions provisoires au Sénégal. Près de 300 détenus sur 10 300 sont dans cette situation. Ismaïla Madior Fall qui n'a pas voulu se prononcer sur les derniers développements de l'affaire Khalifa Sall. Les détails dans cet élément signé Fatimata Touré et Pape Sangoné Mbaye. Sur 10 350 prisonniers, seuls 300 vivent une longue détention. Une précision du ministre de la Justice, le garde des Sceaux précise que les longues détentions ont considérablement diminué au Sénégal. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, sur les 10 350 prisonniers, 10 250 prisonniers que nous avons actuellement, on n'a pas plus de 300 cas de longue détention. Pourquoi? Parce qu'est considéré comme longue détention une détention qui dépasse 2 ans. Si vous avez remarqué, les longues détentions maintenant au Sénégal, ce n'est plus possible en matière délictuelle. Pourquoi ce n'est plus possible en matière délictuelle? Parce qu'en matière délictuelle, la loi est claire. Vous avez 6 mois pour instruire un dossier sur une affaire délictuelle, vous jugez la personne ou vous la libérez. 6 mois. Au-delà de 6 mois, on ne respecte pas la loi. Maintenant, c'est pour les affaires criminelles qu'il y a quelques cas de longue détention. Les longues détentions constituent un réel problème au Sénégal. Pour y remédier, des mesures vont être prises. Il y a aujourd'hui des dispositions qui sont prises au niveau de la justice pour identifier systématiquement ces cas de longue détention et les traiter. Si vous avez vu, c'est comme ça que l'affaire Ousseynou Kébé a été, je ne sais plus comment, Ousseynou Kébé, Ousseynou Diop, avant ça. Donc tous les cas de longue détention sont systématiquement identifiés au niveau des tribunaux et traités. Par ailleurs, concernant les nouvelles restrictions pour les visites de Khalifa Sall, Ismaïla Madior Fall dégage ses responsabilités. J'étais étonné d'abord de voir qu'il y a un durcissement. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance premièrement de ce durcissement. Deuxièmement, c'est des dispositions qui ont été prises au niveau du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines, c'est un juge du siège qui n'a aucun rapport avec le ministre de la Justice. Une loi qui va encadrer les détentions, même en matière criminelle, est préconisée par le ministre de la Justice, ce pour aider à réduire le nombre de prisonniers. Le garde des Sceaux se prononçait ce matin lors d'un atelier de planification stratégique organisé par le ministère de la Justice avec comme objectif de combattre le terrorisme et la cybercriminalité. Là-dessus, nous écoutons toujours M. Ismaïla Madior Fall au micro de Fatimata Touré. Nous nous sommes rendus compte au niveau de la justice qu'aujourd'hui, ce sont de plus en plus des problèmes, j'allais dire des problématiques auxquelles la justice est confrontée. Les cyberattaques, la lutte contre la corruption, voilà. Et donc il est question aujourd'hui de réfléchir sur ça, mais le produit de la réflexion doit être comment avoir un plan stratégique pour vulgariser ces questions, pour encourager la recherche sur ces questions et pour traiter avec les magistrats, les avocats, tous les acteurs de la justice, ces questions qui sont émergentes et d'avoir une compréhension commune. Donc il s'agit en réalité d'un atelier qui permet d'avoir une compréhension commune sur ces questions, mais aussi d'avoir des axes stratégiques pour mieux prendre en charge ces questions. C'est pour ça que ce centre, le Crédige, a été mis sur place. Le centre fonctionne, mais il est aujourd'hui question de redynamiser ce centre et de le repositionner dans le traitement de ces problèmes ou de ces problématiques. À présent, ce CRD, en prélude à l'appel de Seydina Limamoulaye prévu les 5 et 6 avril prochains, des requêtes relatives à l'assainissement, à l'approvisionnement plutôt à l'eau, sont entre autres revenus dans les échanges pour le comité d'organisation. Les engagements du gouvernement sont à 85%, qui reste le suivi. Les détails dans cet élément signé Aminata Baresso et Diafaraba. Au cours des discussions entre les services du ministère de l'Intérieur et le comité en charge de l'appel des Layènes, des points relatifs entre autres à l'approvisionnement en eau, à la voirie, à l'assainissement ont été à nouveau soulevés. L'essentiel des préoccupations du comité ont été pris en charge. Certes, il reste des points d'achoppement, notamment sur l'ONAS, mais ce n'est pas intrinsèquement lié à l'appel, mais c'est une demande récurrente du comité pour l'assainissement, la prise en charge définitive des problèmes d'assainissement
notamment sur l'avenue Sénat Issa Rouhoulaye. Sur la Giroute également, les engagements ont été notés, mais ce sera surtout des travaux d'entretien. Les gros travaux se feront après l'appel, Inch'Allah. Sur les désengorgements des deux voies également, le ministère de l'Intérieur vraiment a pris des engagements pour non seulement leur désencombrement, mais également pour une solution pérenne et définitive. Les mêmes demandes qui reviennent tout à fait normales vu l'ampleur de l'événement. Quand on est à une 139e édition, on a déjà vraiment l'expertise et l'expérience qu'il faut pour accompagner. Nous avons chaque fois de nouvelles demandes qui viennent sur l'eau, sur l'assainissement, sur la voirie, parce que également c'est une communauté qui grandit. Pour l'essentiel également, des réponses appropriées ont été apportées. Pour cette année, l'appel de Seydina Limamoulaye est prévu les 5 et 6 avril. Le thème choisi, la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité d'un pays. Zoom à présent sur le centre de formation professionnelle de Rufisque. On recourt sans espoir chez les nombreux demandeurs de formation locale exigu. Un manque de matériel et de professeurs, les responsables et les autorités académiques lancent un cri du cœur pour la disponibilité du nouveau centre qui peine à ouvrir ses portes, nous disent nos correspondants sur place, Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Étroitesse des locaux, manque de matériel pédagogique et de formateurs, le centre de formation professionnelle de Rufisque Commune peine à remplir correctement sa mission. Une situation que vivent difficilement les enseignants et les responsables de ce centre public de formation. Il faut peut-être déplorer ici dans cette école-là, c'est l'exiguïté des locaux. Ils squattent un bâtiment qui n'est pas en fait destiné à être un centre de formation. Les salles de cours, les salles de TD sont trop étroites pour recevoir les cohortes, les élèves en tout cas, dont l'effectif augmente d'année en année. Et le centre ne peut pas accueillir. Le centre ne peut pas accueillir, on n'a pas de local, on n'a pas de salle, on travaille avec les moyens de bord. Pourtant, l'État, en partenariat avec la ville, avait initié un projet de construction d'un centre de formation, mais depuis 10 ans, ce centre reste toujours à l'état de chantier. Ce projet est là, ça ne bouge pas. On n'arrive pas à terminer les travaux, parce que ce sont des constructions qui ont démarré depuis 2006. À chaque fois, on se rabat sur le ministère va nous dire que c'est la BCI. Donc il y a vraiment beaucoup de confusion. Finalement, on est là. Wow. On n'a pas de solution vraiment. C'est juste un constat. Et peut-être renouveler mon appel en direction des autorités étatiques pour que ce bâtiment-là, enfin, voit le jour. Dans l'attente d'un nouveau centre, les responsables et les pensionnaires du centre de formation devront encore prendre leur mal en patience. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale met en place un registre national unique. Le but est de faciliter le ciblage afin de lutter contre la pauvreté au Sénégal. Un atelier de partage s'est tenu en ce sens, c'était ce matin. Les explications de Anta Sardiako, la déléguée générale, au micro de Charles Diop. Ce registre national unique est un instrument de ciblage du gouvernement pour le secteur de la protection sociale. C'est un système d'information et de gestion des données qui va permettre à tous les acteurs de la protection sociale d'avoir accès rapide aux différents ménages pauvres ou vulnérables qui se trouvent dans notre territoire sénégalais. Nous allons bientôt procéder à la loi d'orientation qui est en train d'être étudiée, à l'institutionnalisation de ce registre national qui va être utilisé par tous les ministères. Et aujourd'hui, c'est un appel que nous faisons à toutes les ONG, les ministères, tous les acteurs qui veulent lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité. Autre aspect de l'actualité avec les acteurs de l'association des métiers de la musique qui réclament une revalorisation de la convention collective. Le secrétaire général du ministère de la Culture soutient que l'État de son côté est dans de bonnes dispositions pour permettre à ces artistes de mieux s'épanouir dans leur métier. Aïssatou Gaïba.
le statut de l'artiste remis en cause. Du coup, l'Association des métiers de la musique du Sénégal prône une nouvelle convention collective visant à améliorer les conditions de vie des employeurs et employés du secteur de la musique. Bravo à l'AMS et que nous ne cesserons jamais de venir les accompagner pour quand même que la musique sénégalaise et la musique africaine, parce que quelque part le reste du continent pourrait trouver quand même une référence dans ce que l'AMS est en train de faire. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons réussi à avoir une meilleure organisation, je le dirais, organisation interne, certes, de la manière de mieux percevoir la négociation collective, savoir comment nous allons pouvoir parler employeurs, employés, bien sûr accompagnant cela par notre ministère de tutelle et bien sûr le ministère du Travail. Et ce qui est très positif, par contre, c'est de savoir que les gens sont positifs et partant pour le processus. Une initiative qui permettra une ouverture, selon le secrétaire général du ministère de la Culture. Il est heureux aujourd'hui de constater que ce travail-là a été mené à terme et que dans quelques semaines, en principe, le ministère va convoquer, enfin, inviter l'ensemble de ses partenaires, les autres ministères qui sont impliqués et toutes les associations fêtières à venir partager ce document qui est appelé Draft 0 et une fois validé devrait donc aboutir sur la table du gouvernement. D'autres partenaires ont également pris part à cet atelier. Il s'agit entre autres de la JS qui plaide pour une égalité homme-femme. L'actualité internationale à présent, attaque au Mali. La Cour pénale internationale s'est autosaisie suite au massacre de plus de 150 personnes. Le procureur Fatou Bensouda annonce dans un communiqué que la Cour va prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que ceux qui ont contribué à ces crimes fassent l'objet d'une enquête. Pour l'avocat sénégalais, maître Amadou Ali Kane, c'est la procédure habituelle pour les pays faisant partie du traité de Rome. Il a rencontré nos reporters Mohamedou Lamine Ndiaye et Mohamed Dia. L'attaque meurtrière qui a fait plus de 130 morts au Mali a fait réagir la communauté internationale. La Cour pénale internationale s'est autosaisie. Pour l'avocat maître Amadou Ali Kane, c'est une procédure habituelle pour les pays comme le Mali faisant partie du traité de Rome. Lorsque un crime international relevant de la compétence de la Cour pénale internationale est commis, à savoir un crime de génocide, un crime condimenté, un crime de guerre ou un crime d'agression, de deux choses l'une. Si le crime a été commis par les ressortissants d'un État parti ou sur le territoire d'un État parti, la Cour ou le bureau du procureur peut se saisir de sa propre initiative en cas de défaillance de l'État concerné. Maintenant, si l'État n'est pas parti au traité de Rome, en ce moment, la situation peut être déférée par le Conseil de sécurité. C'est ce qui est arrivé avec la Libye qui n'est pas État parti. Ce qui est arrivé avec le Soudan. Pour l'avocat sénégalais, la Cour pénale internationale ne s'occupe que des hauts responsables et que la première étape, c'est l'ouverture d'une analyse préliminaire. Il s'occupe de ceux qui ont la plus haute responsabilité dans les crimes relevant de sa compétence. Et les mesures donc qui peuvent être prises immédiatement, évidemment, c'est l'ouverture d'une analyse préliminaire. De voir est-ce que la CPI est compétente, est-ce que les crimes peuvent être poursuivis, quels sont les auteurs, quelles sont les preuves. Ce sont ces mesures qu'on prend immédiatement. Donc, elle fait ce qu'on appelle une analyse préliminaire. Si la Chambre confirme les charges, donc estime qu'il y a des faits plausibles qui peuvent justifier qu'il y ait un procès, en ce moment on revoit devant une chambre de procès. Maître Amadou Ali Kane qualifie de crimes graves les massacres perpétués dans ces villages maliens et que les peines seront sûrement lourdes si les charges sont confirmées. Il s'agit de crimes graves et il est certain que pour ce genre de crimes, les peines ne peuvent être que sévères. Les peines seront appréciées en fonction du degré de responsabilité. Mais pour sûr, ce sont des peines qui vont être très sévères. Pour le cas de ce village au Mali, la Cour pénale internationale s'est autosaisie.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU peut aussi dépêcher la Cour pénale internationale pour ouvrir une analyse préliminaire pour d'autres cas. Et puis une émission spéciale sur la situation au Mali, c'est à suivre aux alentours de 21h30 avec Ibrahima Khan. En Algérie, la situation se corse pour le président. Le chef d'état-major de l'armée demande à ce que Bouteflika soit déclaré inapte pour ses charges. Une contestation de plus à Alger, nous dit Mambiram Diouf. En Algérie, le chef de l'état-major de l'armée demande que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte pour cause de maladies graves et durables, ce qui nécessite d'engager la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution. Le général Ahmed Gaïd Salah, dans un discours transmis à la télévision nationale, rejoint ainsi les contestataires à un troisième mandat de Bouteflika, atteint d'un AVC et qui déjà le 11 mars dernier renonçait à la présidentielle, non sans reporter le scrutin qui devait se tenir en avril. Pour rappel, depuis plus d'un mois, Abdelaziz Bouteflika fait face à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. Et pour une sortie de crise, les appels au calme se multiplient, ainsi que les propositions. C'était cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor, les Lions du Sénégal qui se sont imposés 2-1 face au Mali. C'était mal embarqué puisque c'est le Mali qui avait ouvert le score à 100 minutes du terme. Sadio Mané qui égalise sur une passe de Crépin Diatta, ce même Sadio Mané qui offre le but de la victoire à Moussa Konaté. Donc le Sénégal qui s'est bien repris dans ce match et qui commence bien sa préparation pour la CAN en Égypte. Rappelons-le que les Lions, samedi dernier, se sont imposés 2-0 face à Madagascar. Football, le championnat local qui jouait sa 18e journée avec Génération Foot qui cale encore à domicile face au Casa Sport de Ziguinchor. Teungueth FC surpris par l'AS Douane et Niary Tally qui prend sa revanche sur l'AS Pikine. On voit tout cela en ce résumé signé Chersali Boudiara. La 18e journée n'a pas souri au trio de tête de la Ligue 1. Aucune de ces trois équipes n'a enregistré de victoire. Génération Foot, leader du championnat, a été tenue en échec par le Casa Sport. Les académiciens ont dû même batailler pour arracher le nul, 2 buts partout. Teungueth FC, le Dauphin, s'est de son côté incliné devant l'AS Douane sur le score d'1-0. L'AS Pikine a aussi courbé l'échine. Une défaite 2-1 infligée par Niary Tally qui s'éloigne de 4 points de la zone de relégation. Quatrième avant la journée, Dakar Sacré-Cœur à domicile a plié face à l'US Gorée 1-0 pour se retrouver à la 5e place. Jaraaf le talonne maintenant de très près. Les Médinois qui restaient sur 3 matchs sans victoire ont signé le carton de la journée. Un succès 4-0 face à la lanterne rouge, la Sonacos. L'autre sensation de la journée porte la signature de Stade de Mbour. L'équipe de Youssoupha Dabo est allée battre Ndiambour au stade Albouri Ndiaye 1-0. Un exploit, les Lougatois n'avaient plus perdu à domicile depuis 4 matchs. Mbour Petite Côte est sur un nuage. Les Pélicans ont remporté leur 4e victoire de suite face au premier relégable, la Linguère, 3-0. Une 18e journée très prolifique. 17 buts ont été marqués en 7 rencontres, soit une moyenne de 2,4 buts par match. Merci à vous, Chersali Boudiara. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.